Le jour où le nouveau mari de Vivien est entré dans le salon privé de la First Pacific Meridian Bank, et m'a dit en face que je devais couper les ponts avec sa femme, parce que j'étais un musicien en difficulté qui n'avait rien à faire dans la même pièce que des hommes comme lui, j'ai souri. J'ai souri parce que j'attendais depuis 9 ans un moment exactement comme celui-ci. J'ai souri parce que le numéro de compte imprimé sur le dossier en face de moi représentait 500 millions de dollars, et que le moindre centime de cette somme se trouvait dans la banque où Vivien était désormais la directrice financière. Et j'ai souri parce que dans environ 60 secondes, j'allais me lever de cette chaise, lui serrer la main, et faire sortir chaque dollar de cet établissement pour toujours. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette pièce, je dois vous ramener au début, parce que vous devez comprendre qui j'étais avant tout ça. Vous devez comprendre ce que Vivien m'a dit le soir où elle est partie. Et vous devez comprendre comment un homme passe de dormir sur le canapé d'un ami à Nashville, à contrôler un portefeuille d'un demi-milliard de dollars, sous le regard de tous ceux qui l'avaient mis sur la touche. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Et si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez déjà que nous ne racontons pas d'histoires édulcorées et confortables. Nous racontons de vraies histoires. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez que le mari de Vivien a dit quand je me suis levé pour partir. Et si cette histoire vous touche comme je pense qu'elle le fera, donnez un « j'aime » à cette vidéo. Ça aide plus de gens à nous trouver. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Sterling. J'ai 41 ans. J'ai grandi dans une petite ville nommée Gallatin, au Tennessee, à environ 30 miles au nord-est de Nashville. Mon père a conduit un camion de livraison pendant 32 ans. Ma mère a enseigné en 2e année dans la même école primaire, de ma naissance jusqu'à l'année de sa retraite. Nous n'étions pas pauvres. Nous n'étions pas non plus à l'aise. Nous étions la famille qui comprenait exactement ce qu'était l'argent, parce que nous en ressentions l'absence chaque mois lorsque les factures arrivaient. La musique est ce qui m'a sauvé quand j'étais enfant. Pas de manière cliché, mais de manière pratique. J'étais mauvais en sport. J'étais moyen à l'école. Et je n'avais aucun don particulier pour quoi que ce soit qui rendrait un père fier au sens conventionnel du terme. Mais je pouvais entendre les choses. Je pouvais m'asseoir à un piano et reproduire quelque chose que j'avais entendu une seule fois à la radio, et donner l'impression que je l'avais pratiqué pendant des années. Ma mère l'a remarqué quand j'avais 7 ans. À 12 ans, je jouais à l'église tous les dimanches matins. À 16 ans, je jouais à des mariages et des événements locaux, et je gagnais plus d'argent par week-end que mes camarades de classe pendant tout l'été avec leur job d'été. Je ne suis pas allé à l'université. Ce fut la première décision qui a défini tout ce qui a suivi. Mon père pensait que je faisais la pire erreur de sa vie. Ma mère a pleuré, mais j'avais un plan. Ou du moins, je le pensais. J'ai déménagé à Nashville à 18 ans avec 4 000 $ d'économie, une guitare d'occasion, et cette certitude que seuls les adolescents sont capables de ressentir. Pendant 3 ans, j'ai joué dans tous les bars, toutes les scènes ouvertes, tous les concerts de musiciens de session que je pouvais trouver. J'écrivais des chansons pour d'autres artistes, principalement de la country, un peu de pop crossover. Et je suis devenu très doué pour comprendre ce qui rendait une chanson commercialement viable, pas seulement émotionnellement résonante, mais structurellement, rythmiquement, commercialement conçue pour fonctionner. Cette distinction est importante. Beaucoup de musiciens peuvent vous émouvoir. Moins nombreux sont ceux qui peuvent vous émouvoir et, en même temps, pousser un producteur à signer un chèque. Je commençais à faire partie de ceux qui pouvaient faire les deux. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Vivien. Elle avait 24 ans. J'en avais 23. Elle travaillait à la succursale du centre-ville de Nashville de la Cumberland Valley Financial, une banque régionale de taille moyenne, en tant qu'analyste junior. Elle était tout ce que je n'étais pas. Organisée, très attachée aux qualifications. Elle avait un diplôme en finance de Vanderbilt, un plan sur 5 ans écrit dans un carnet en cuir qu'elle gardait dans son sac, et un accent qui la faisait paraître comme si elle avait grandi dans un milieu plus raffiné que ce n'était le cas. Nous nous sommes rencontrés au dîner d'anniversaire d'un ami dans un restaurant sur Broadway. Je me souviens qu'elle a ri à quelque chose que j'ai dit, puis a immédiatement semblé surprise d'avoir ri, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois drôle. Nous avons parlé pendant 3 heures, tandis que tout le monde entrait et sortait de la conversation autour de nous. À la fin de la soirée, j'avais son numéro. Pendant 2 ans, nous étions le genre de couple que les gens regardent en se demandant « comment ça marche ?» Elle était structurée, j'étais spontané.
Elle avait des objectifs financiers trimestriels, j'avais des idées de chansons griffonnées sur des serviettes partout dans mon appartement. Elle portait des blazers le week-end, je portais ce dans quoi j'avais dormi. Mais ça fonctionnait. De la manière dont les choses fonctionnent quand deux personnes sont sincèrement curieuses du monde de l'autre, et sincèrement prêtes à en apprendre. Nous nous sommes mariés au printemps. Petite cérémonie. Ses parents sont venus de Charlotte, les miens de Galatin. Nous avons eu une réception dans une salle près du quartier de The Gulch avec environ 60 personnes, un groupe que je connaissais du circuit des sessions, et un photographe qui me devait une faveur. Pendant les 2 premières années de notre mariage, les choses allaient bien. Pas parfaites, mais bien. Je travaillais constamment, sessions d'écriture, concerts, petits contrats de licence pour des publicités et des émissions de télévision. Vivien gravissait les échelons à la banque. Elle a eu une promotion, puis une autre. Elle a commencé à parler de sa trajectoire de manière spécifique, ambitieuse et impressionnante. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et elle le construisait avec la patience et la discipline de quelqu'un qui avait étudié la carte pendant des années. Je l'admirais pour ça. J'ai aussi commencé à remarquer quelque chose. Plus Vivien réussissait, plus je me sentais silencieux en présence de ses collègues. Son monde changeait. Les dîners étaient différents maintenant. Ce n'étaient plus des fêtes d'anniversaire sur Broadway. C'étaient des dîners dans des endroits de Green Hills où l'addition arrivait dans un porte-facture en cuir et personne ne la regardait. Les conversations portaient sur les portefeuilles, les fusions, les relations institutionnelles, le positionnement sur le marché régional. Je pouvais tenir la conversation pendant un moment, mais ensuite quelqu'un me demandait sur quoi je travaillais, et je répondais quelque chose comme « Je termine un album de démo pour un auteur-compositeur-interprète d'Austin ». Et je pouvais voir le léger recalibrage dans leur regard. Pas de la cruauté, juste un classement, musicien, créatif, pas tout à fait notre monde. Vivien n'a jamais rien dit directement. C'est le problème avec le genre de dévalorisation qui se produit dans un mariage. Ça ne s'annonce généralement pas. Ça s'infiltre. J'ai commencé à remarquer qu'elle me présentait différemment selon les personnes présentes. Lors d'événements de son secteur, elle disait « Voici mon mari, Sterling ». C'est un auteur-compositeur, avec une vivacité qui semblait toujours légèrement surjouée, comme si elle essayait de faire sonner le mot « auteur-compositeur » plus impressionnant qu'il ne l'était. Lors de dîners avec ses collègues, il y avait des soirs où elle me présentait, puis continuait en quelque sorte la conversation qu'elle avait avant mon arrivée, m'intégrant plutôt que de me présenter. Je me disais que j'étais trop sensible. Puis un soir, après 4 ans et demi de mariage, elle s'est assise en face de moi à la table de notre cuisine, dans la maison que nous louions à East Nashville, et elle a dit quelque chose à quoi j'ai pensé presque tous les jours depuis. Sterling, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. À quoi est-ce que ça va ressembler, concrètement, dans 10 ans? Parce que j'ai besoin de planifier, et je ne peux pas planifier autour d'un point d'interrogation. Je l'ai regardé longuement. Je ne suis pas un point d'interrogation, ai-je dit. Je sais que non, mais t'es revenu le son. Elle l'a dit avec douceur. C'était presque le pire. Elle n'était pas cruelle. Elle avait ouvert une feuille de calcul, littéralement, sur son ordinateur portable, juste là sur la table. Nos revenus combinés des 4 dernières années, mes contrats de licence, mes revenus de cession, une petite avance d'édition que j'avais reçue l'année précédente, sa trajectoire salariale, et l'écart entre les deux qui se creusait. C'est une analyse commerciale, ai-je dit. Notre vie est une entreprise, Sterling. Je ne dis pas ça pour être froide. Je le dis parce que j'ai observé ce qui arrive aux gens qui ne la traitent pas comme telle. Nous sommes restés mariés 1 an de plus après cette conversation. Mais cela avait changé quelque chose dans la pièce entre nous. Une porte trop honnête avait été ouverte pour être refermée. Elle a déposé les papiers du divorce au printemps suivant. Elle n'a pas été méchante à ce sujet. Il n'y a pas eu de scène dramatique, pas d'accusation, pas d'avocat envoyant des lettres désagréables. Vivien était beaucoup de choses, mais elle n'était pas théâtrale. Elle a divisé le peu que nous avions équitablement. Elle m'a souhaité bonne chance sincèrement, et elle a quitté East Nashville pour se diriger vers ce qu'elle était déjà en train de construire. Je suis resté assis dans cette maison, notre maison, maintenant juste ma maison, bientôt la maison de personne, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la dévastation, pas de la rage. De la clarté.
Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé dans les 18 mois qui ont suivi le départ de Vivien, car c'est la partie que la plupart des gens comprennent mal quand ils entendent cette histoire. Ils supposent que je me suis effondré. Ce n'est pas le cas. Je me suis reconstruit. J'ai continué à travailler. Je ne dormais sur le canapé de personne, je dois corriger cela. J'ai déménagé dans un petit appartement près de Dickerson Pike. J'ai réduit toutes mes dépenses au strict minimum. Et je suis retourné à ce que je savais faire de mieux, écrire. J'ai écrit tous les jours, non pas par inspiration, mais par discipline. De la manière dont Vivien m'avait appris, sans savoir qu'elle m'enseignait, que la constance est l'architecture du succès. 6 mois après le divorce, j'ai contacté un superviseur musical nommé Adrien Whitfield par l'intermédiaire d'un contact commun. Adrien plaçait de la musique dans des films et des émissions de télévision, pour de grands réseaux, des plateformes de streaming prestigieuses, des coproductions internationales. Il a écouté 3 de mes morceaux, n'a presque rien dit, puis m'a appelé une semaine plus tard avec une offre pour un contrat de licence qui m'a fait écarquiller les yeux. Ce n'est pas l'argent qui a changé les choses, même si ça a aidé. C'est ce que le contrat représentait. C'était une preuve de concept. Un contrat est devenu 5. 5 sont devenus 12. J'ai engagé une avocate spécialisée en droit du divertissement de Los Angeles, nommée Gloria Reyes, qui était brillante, bien connectée, et qui a commencé à structurer mes contrats d'une manière que je n'avais pas compris possible. Droit d'édition, redevance sur les recettes, droit de synchronisation avec des clauses de performance. L'architecture des revenus dans l'industrie de la musique, quand on la comprend et quand on a quelqu'un qui se bat pour vous à l'intérieur, est vraiment remarquable. Je veux être précis à ce sujet, car je pense que la façon dont le succès est décrit dans des histoires comme la mienne est généralement malhonnête. Les gens disent « j'ai travaillé dur et les choses se sont améliorées ». Et ils sautent les 2 années au milieu où rien ne s'est amélioré et où vous étiez juste en train de trimer seul dans une pièce, vous demandant si vous aviez fait le bon choix. Alors, laissez-moi être précis. Première année après le divorce, 4 contrats de licence. Le revenu total de ces contrats, combiné au travail de session et à une série de concerts que j'ai fait dans le Kentucky et l'Ohio, s'élevait à environ 148 000 $. C'était nettement plus que n'importe quelle année pendant mon mariage. Mais c'était aussi l'année où j'ai eu le plus de dépenses. L'appartement, les honoraires de l'avocate, la mise à niveau de l'équipement, l'assurance maladie que je couvrais désormais seul. J'ai atteint l'équilibre financier. C'était l'objectif. 2e année, j'ai signé un contrat en bonne et due forme avec le cabinet d'Adrien. Pas seulement des placements individuels, mais un accord de représentation qui donnait à son équipe le droit de proposer mon catalogue à toute production cherchant de la musique dans un registre émotionnel spécifique. J'avais alors constitué un corpus de travail suffisant, près de 300 compositions originales dans différents genres, tempo et ambiance, pour que le catalogue lui-même ait une valeur commerciale indépendante de tout contrat unique. 2e année, les revenus ont presque doublé. 3e année, le premier placement télévisé important. Une série dramatique sur une grande plateforme de streaming a utilisé un de mes morceaux instrumentaux comme motif récurrent pour un personnage tout au long d'une saison, soit 8 épisodes. Les droits de synchronisation étaient substantiels. Les redevances sur les recettes étaient encore plus substantielles. Je me souviens du soir où le premier relevé de redevance est arrivé pour ce seul morceau, et je suis resté assis à ma table de cuisine pendant un long moment, à faire des calculs, puis à les refaire, parce que je ne croyais pas au premier résultat. Gloria, mon avocate, s'est assise avec moi cette année-là et a dit quelque chose que j'ai cité à d'autres personnes plus de fois que je ne peux le compter. Sterling, vous en êtes maintenant au point où votre plus grand risque n'est pas de ne pas gagner assez d'argent. Votre plus grand risque est de ne pas comprendre l'argent que vous gagnez. Réglons ça. Elle m'a mis en contact avec un expert comptable à Nashville spécialisé dans les structures de redevances du divertissement, et un planificateur financier nommé Tobias Reed, qui avait travaillé pendant des années dans l'industrie de la musique country, gérant des portefeuilles pour des artistes et des talents de l'ombre. C'est Tobias qui m'a présenté Declan, mon cousin dans le capital investissement, et c'est Declan qui a commencé à me parler de ce que la richesse signifiait réellement à grande échelle. Moins de 4 ans après le divorce, j'avais accumulé plus d'argent que je n'en avais gagné au cours de la décennie précédente. En 6 ans, je travaillais avec des conseillers en investissement à Nashville et à New York. Un de mes cousins, Declan, qui s'était lancé dans le capital investissement, m'a mis en contact avec une société de gestion de patrimoine.
J'ai commencé à comprendre pour la première fois ce que signifiait posséder de l'argent, plutôt que de le gagner. En 8 ans, le portefeuille était devenu important. Assez sérieux pour que les institutions financières se disputent mes affaires. Assez sérieux pour que j'aie des réunions dans des salons privés, et non dans des salles d'attente. Et la 9e année, j'ai ouvert un compte à la First Pacific Meridian Bank, parce que la First Pacific Meridian Bank était maintenant l'endroit où Vivien travaillait. Parce que Vivien en était désormais la directrice financière. Je dois être honnête avec vous sur quelque chose. J'aimerais vous dire que ce compte était purement stratégique, que c'était une coïncidence. Mais ce serait malhonnête. Une vraie partie, était que je voulais savoir ce que ça faisait de s'asseoir en face d'un gestionnaire de relations dans une banque dirigée par mon ex-femme, et de lui remettre un résumé de portefeuille qui représentait tout ce qu'elle avait un jour décidé que j'étais incapable de construire. Je ne savais pas ce qui se passerait. Je n'avais pas de plan au-delà de l'ouverture du compte. Je n'essayais pas de manigancer quoi que ce soit, mais je n'étais pas non plus assez naïf pour penser que rien ne se passerait. Je n'ai pas vu Vivien pendant les 3 premiers mois. Ma relation à la banque était avec un conseiller en patrimoine privé nommé Preston Cole, qui était brillant, professionnel et excellent dans son travail. Je me rendais au bureau sur West End Avenue à Nashville pour nos bilans trimestriels. C'était un bel immeuble, hall en marbre, signalisation discrète, le genre d'endroit qui communiquait la richesse en prétendant ne pas s'en soucier. La 4e fois que je suis venu, Vivien était dans le hall. Elle sortait d'une salle de conférence avec 2 personnes que je ne reconnaissais pas, parlant de quelque chose avec cette énergie concentrée qu'elle avait toujours eue. Elle m'a vu et s'est arrêtée. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. « Sterling » a-t-elle dit. « Vivien. » Elle avait vraiment l'air bien, posée, confiante, avec un vernis différent de celui qu'elle avait à Nashville dans la vingtaine. Elle portait quelque chose de simple et bien coupé, et elle ressemblait à quelqu'un qui comprenait exactement sa place dans cet immeuble et comment elle y était parvenue. « Preston travaille avec vous » a-t-elle dit. Ce n'était pas vraiment une question. C'est exact. Il est excellent, a-t-elle dit. Bon choix. Nous avons parlé peut-être 4 minutes dans ce hall. C'était courtois, professionnel. Il n'y avait pas de débris émotionnels, pas de performance d'hostilité ou de fausse chaleur. Nous étions 2 adultes avec un passé commun, capables d'être dans la même pièce. Je suis sorti et je suis resté assis dans ma voiture dans le parking pendant 10 minutes, juste pour me laisser ressentir ce que je ressentais, ce qui était moins dramatique que je ne l'avais prévu. Surtout, je me sentais juste étrange, de la manière dont on se sent quand quelque chose que l'on attendait arrive enfin. J'ai rencontré son mari 3 mois plus tard. Son nom était Bradford Holt III. Je veux que vous imaginiez ce nom avant que je ne le décrive, parce que le nom fait une grande partie du travail. Bradford Holt III. Il avait 47 ans, des cheveux argentés d'une manière stratégiquement entretenue, le genre de grande taille qui occupe une pièce par défaut. Il avait fait fortune dans le développement immobilier commercial, principalement à Nashville, Charlotte et Atlanta. Et il portait cet argent comme certains hommes portent des montres, de manière proéminente, délibérée, comme une forme primaire de communication. Il avait épousé Vivien 2 ans après notre divorce. Je l'avais appris par des connaissances communes. Nashville n'est pas une petite ville, mais le monde à l'intérieur de Nashville qui recoupe la finance et la licence musicale est vraiment petit. J'avais entendu dire qu'il était le genre d'homme à vous dire sa superficie habitable dans les 10 premières minutes de votre rencontre. Notre première rencontre fut entièrement accidentelle. Preston m'avait invité à un événement de remerciement pour les clients à la banque, une réception un jeudi soir au bureau. Boisson, traiteur léger, le genre d'événement pour rencontrer l'équipe. J'ai failli ne pas y aller. J'y suis allé parce que Gloria, mon avocate, m'a dit que se montrer à ce genre d'événement était important quand on gère un portefeuille de ce niveau et qu'on veut des relations institutionnelles, pas seulement transactionnelles. Bradford était là parce qu'il était le mari de Vivien, et Vivien était la directrice financière, et c'était l'événement de sa banque. Il s'est présenté à moi près de la table des amuse-gueules. Poignée de main ferme, des yeux qui m'ont catalogué rapidement. Bradford Holt, a-t-il dit. Et vous êtes Sterling. Quoi? Sterling Malone, ai-je dit. Malone, que faites-vous? De la musique, ai-je dit. Licence, édition. La micro-expression fut brève mais lisible. Ah, le musicien. Classement en temps réel.
D'accord, a-t-il dit. Je ne savais pas que First Pacific faisait beaucoup d'affaires avec les créatifs. Il a dit, les créatifs, comme quelqu'un dirait, les sportifs amateurs. Techniquement neutres, mais pas vraiment. Ils en font, quand les chiffres sont là, ai-je répondu. Il a souri. Nous nous sommes serrés la main. Nous nous sommes séparés dans la soirée. Je n'y ai pas beaucoup repensé ce soir-là. La deuxième rencontre fut différente. 2 mois après la réception, j'étais là pour ma réunion trimestrielle habituelle avec Preston. Nous étions assis dans l'une des salles privées à l'écart de l'étage principal. Mur de verre, lumière tamisée, une table assez longue pour 8 personnes, mais juste nous deux. Nous passions en revue la performance du portefeuille, discutions des ajustements d'allocation, la conversation habituelle. La porte s'est ouverte. Bradford Holt est entré. Preston a levé les yeux, légèrement surpris. Monsieur Holt, nous sommes au milieu d'une réunion avec un client. Je sais, a dit Bradford. Il ne regardait pas Preston. Il me regardait. Je voulais un moment. Preston m'a jeté un coup d'œil. J'ai légèrement hoché la tête. Preston s'est excusé et est sorti. Bradford s'est assis sur la chaise que Preston venait de quitter. Il a posé ses mains à plat sur la table, comme un homme qui a l'habitude de commander des tables. Je serai direct, a-t-il dit. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous avez été marié à Vivien, et je vais être honnête avec vous. Je pense qu'il y a une gêne inhérente à vous avoir comme client dans cette institution. Je n'ai rien dit. Vivien est une professionnelle, a-t-il poursuivi. Elle a géré la situation avec une intégrité totale, mais je ne pense pas que cela serve qui que ce soit d'avoir son ex-mari dans sa banque, dans son immeuble, avec un compte qui, quelle que soit sa taille, vous ramène ici régulièrement. Parlez-vous au nom de la banque, ai-je demandé. Je parle en tant que son mari. Alors c'est une conversation personnelle, ai-je dit, pas professionnelle. Appelez ça comme vous voulez, a-t-il dit. Je vous demande d'envisager de déplacer vos affaires ailleurs. Il y a d'excellentes institutions à Nashville. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Je l'ai regardé un long moment. Que pensez-vous que je fasse dans la vie, ai-je demandé. Il a de nouveau souri, ce même sourire de la table des amuse-gueules. Vous êtes dans la licence musicale, a-t-il dit. Ce qui est admirable. Le travail créatif est important. Mais c'est un monde différent, Sterling. Les gens qui utilisent des services de patrimoine privé à ce niveau. Ce n'est généralement pas, à combien estimez-vous la valeur de mon compte, ai-je demandé. Quelque chose a changé sur son visage. Un léger recalibrage. Je n'ai pas de visibilité sur les comptes des clients, a-t-il dit. Je sais que non, ai-je dit. Mais je vous demande de deviner. Il n'a rien dit. Parce que si vous le saviez, ai-je dit, je ne pense pas que vous seriez dans cette pièce. Je me suis levé. J'ai pris le dossier que Preston avait laissé sur la table, le bilan trimestriel, les résumés d'allocation, tout. Et je l'ai tenu un instant. J'apprécie votre franchise, ai-je dit. Alors laissez-moi être direct à mon tour. Je vais sortir parler à Preston, et ensuite je vais dire à Preston que j'aimerais commencer le processus de clôture de ce compte et de transfert de mes actifs vers une autre institution. Non pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que j'ai décidé qu'une banque où le mari de la directrice financière se sent le droit d'entrer dans les réunions des clients et de leur dire de prendre leur argent ailleurs n'est pas une banque qui comprend ce qu'elle détient réellement. Bradford m'a regardé. Pour la première fois, quelque chose qui n'était pas de la confiance est apparu sur son visage. Quelle est la taille du compte, a-t-il dit. Demandez à votre femme, ai-je répondu. C'est la directrice financière. Je dois vous dire ce qu'il y avait dans la pièce à ce moment-là, car je veux que vous le ressentiez comme je l'ai ressenti. Bradford Holt était assis en face de moi sur une chaise qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il portait un costume qui communiquait exactement ce pourquoi il était conçu, qu'il était un homme qui occupait des espaces comme celui-ci naturellement, presque par droit de naissance, et que ma présence était l'anomalie nécessitant une explication. La lumière dans la pièce était cette lumière particulière, blanc-bleu, que les bureaux de banque privés utilisent, conçue pour que tout paraisse précis et contrôlé. Sur la table entre nous se trouvait le dossier du bilan trimestriel avec mon nom dessus, et à l'intérieur, l'analyse minutieuse de Preston sur les 12 derniers mois de performance. Bradford ne savait pas ce qu'il y avait dans ce dossier.
C'était tout le problème. Il était entré dans cette pièce avec une image complète de la situation à laquelle il manquait le fait le plus important. Et il avait bâti toute son approche, la franchise, l'autorité, la subtile condescendance enveloppée dans le langage de la préoccupation professionnelle, sur une base incomplète. Il pensait gérer une complication mineure. Il pensait être le genre d'homme qui pouvait entrer dans les pièces et résoudre les choses. Il avait raison d'être ce genre d'homme. Il avait tort sur ce qu'il était en train de résoudre. « Quelle est la taille du compte » a-t-il dit. « Demandez à votre femme » ai-je répondu. « C'est la directrice financière. » Je suis sorti. Preston attendait dans le couloir. Son expression me disait qu'il avait compris plus qu'il ne l'avait laissé paraître. « Je veux initier un transfert » ai-je dit. « La totalité du compte. Il me faudra les papiers. » Preston a fermé les yeux un bref instant. Quand il les a rouverts, c'étaient les yeux d'un homme qui calculait une perte professionnelle importante. « Sterling, je veux être clair. Cette conversation avec Bradford Holt n'a pas été sanctionnée par la banque. Ce qu'il a fait était complètement inapproprié. »« Je sais, » ai-je dit. « Ce n'est pas punitif envers vous. Vous avez été excellent. Mais je ne peux pas rester dans un bâtiment où je suis géré par quelqu'un qui n'est pas dans mon équipe. » Il a hoché la tête. Nous sommes allés à son bureau. Il a affiché le compte. Lorsque le total est apparu sur son écran, il est devenu très immobile. 512 millions de dollars, a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit. Nous sommes restés en silence un moment. Bradford ne le savait pas, a dit Preston. Non, ai-je dit. Il pensait que j'étais un musicien en difficulté. Je veux vous raconter ce qui s'est passé après mon départ, car cette histoire ne se termine pas dans le parking. Preston m'a appelé le lendemain matin. La présidente de la banque, une femme nommée Harriet Knoll, voulait me parler personnellement. Elle était désolée, directe et sincèrement affligée, non pas par moi, mais par ce qui s'était passé. Elle m'a dit que Bradford Holt n'avait aucun rôle institutionnel à First Pacific Meridian et qu'il avait agi entièrement sans autorisation. Elle a offert des incitations importantes pour conserver le compte. Elle était professionnelle et sincère. J'ai apprécié son appel. J'ai quand même transféré le compte, non par colère, mais par principe. Parce qu'au moment où quelqu'un traite votre présence dans une pièce comme un fardeau plutôt que comme un atout, le calcul de rester ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas désapprendre ce qu'une pièce pense de vous. L'argent a été transféré vers une société de gestion de patrimoine privé à Brentwood, une boutique nommée Callaway & Pin qui gérait des comptes d'une envergure similaire avec une discrétion que j'ai immédiatement trouvée plus confortable. Ce que j'ai entendu ensuite, je l'ai entendu de 3 personnes différentes du monde de la finance de Nashville au cours des 2 mois suivants. Le portefeuille immobilier commercial de Bradford Holt portait discrètement une dette importante depuis environ 18 mois, des positions surendettées sur le marché d'Atlanta qui n'avaient pas performé comme ses projections l'avaient suggéré. Il était temps pour parler avec First Pacific Meridian pour des facilités de crédit étendues. Ces conversations, m'a-t-on dit, sont devenues nettement plus compliquées après le transfert du compte. Quand une institution perd un demi-milliard de dollars, et que la cause immédiate est le mari de la directrice financière, les conversations sur les extensions de crédit prennent un ton différent. Je ne connais pas les détails spécifiques de ce qui s'est passé à l'intérieur de cette banque. Je ne prétendrai pas à une certitude que je n'ai pas. Mais je sais que dans les 4 mois suivant mon transfert, Bradford Holt III n'assistait plus aux événements de la First Pacific Meridian Bank. Et je sais que Vivien, qui est un esprit financier vraiment excellent, a traversé une période professionnellement compliquée. Je n'ai rien manigancé de tout cela. J'ai simplement retiré ce qui était à moi. Il y a quelque chose que je veux dire sur Vivien, car je pense que c'est important pour que cette histoire soit complète et honnête. Environ 6 mois après le transfert du compte, elle m'a appelé. C'était un dimanche après-midi début novembre. J'étais chez moi dans le quartier de Hillsborough Village. J'y avais acheté une maison l'année précédente, une maison d'artisan restaurée avec un studio d'enregistrement construit au sous-sol. Et son nom est apparu sur mon téléphone comme un message d'une autre décennie de ma vie. J'ai répondu. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit, avec Bradford, lors de la réunion. D'accord, ai-je dit. Je veux que tu saches que je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je ne lui aurais jamais demandé de faire ça. Je sais, ai-je dit.
Cette conversation portait sa signature, pas la tienne. Il y a eu une pause. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Pas à propos de Bradford. À propos de quelque chose de plus ancien que Bradford. J'ai attendu. La feuille de calcul, a-t-elle dit. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Après 9 ans, elle se souvenait de la chose exacte qui avait compté. J'ai traité ton travail comme une variable, alors que j'aurais dû le traiter comme une valeur, a-t-elle dit. Tu construisais quelque chose de réel. Je ne pouvais tout simplement pas en voir la forme d'où j'étais. Tu n'avais pas tort sur les chiffres à l'époque, ai-je dit honnêtement. Les chiffres étaient ce qu'ils étaient. Les chiffres n'étaient pas toute l'histoire, a-t-elle dit. Je le savais. J'ai juste choisi l'analyse la plus nette. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes. Ce n'était pas une conversation de réconciliation. Je veux être clair à ce sujet. Nous n'étions pas deux personnes en train de retrouver leur chemin vers quelque chose. Nous étions deux personnes trouvant un moyen d'être honnêtes l'une envers l'autre, à travers la distance de tout ce qui s'était passé. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose auquel j'ai souvent pensé depuis. Tu as construit quelque chose d'incroyable, Sterling. Je le pense sans aucune complication. Je suis fier de toi, de la manière dont on est fier de quelqu'un qu'on a très bien connu autrefois. J'ai appris une partie de ça en te regardant, ai-je dit. Et c'était vrai. Voici ce que je sais maintenant, que je ne savais pas quand j'étais assis dans cet appartement près de Dickerson Pike après le divorce, à manger du riz froid et à me demander ce que j'allais faire ensuite. Le succès n'est pas une vengeance. Je dois le dire clairement, car il existe une version de cette histoire où Sterling utilise son argent pour humilier les gens qui l'ont sous-estimé et appelle ça la justice. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à travailler, et finalement le travail a valu quelque chose que d'autres pouvaient mesurer. Bradford Holt n'a rien perdu parce que je voulais qu'il perde. Il a perdu des choses à cause de décisions qu'il avait déjà prises concernant la dette et l'effet de levier, qui n'avaient rien à voir avec moi. Je n'étais que la variable qui a retiré une partie de ses fondations à un moment inopportun. Vivien n'a rien perdu. Vivien est toujours la directrice financière de la First Pacific Meridian Bank. Vivien a aussi construit quelque chose de réel, à sa manière, avec ses outils. Je n'ai plus de ressentiment à propos du divorce. Je ne suis pas sûr d'en avoir eu très longtemps. La feuille de calcul a fait mal sur le moment, car elle réduisait quelque chose que je ne pouvais pas encore prouver à un chiffre que je n'avais pas encore. Mais elle n'avait pas tort de dire qu'un plan nécessite de la certitude. Elle avait juste une tolérance différente pour l'incertitude que moi. La chose qui m'a changé, la chose que je veux vraiment que vous reteniez de cette histoire, c'est la période après le divorce, pas le moment à la banque. Les 18 mois où personne ne regardait, où il n'y avait pas de révélation dramatique à venir ni personne à qui prouver quoi que ce soit, où c'était juste moi dans un petit appartement, écrivant tous les jours, confiant que le travail construisait quelque chose même si je ne pouvais pas encore en voir la forme. C'est de là que les 500 millions de dollars sont réellement venus. Pas du talent, mais du fait de se présenter chaque jour dans une pièce où personne n'applaudissait. Bradford Holt m'a appelé une fois. C'était environ 8 mois après la réunion à la banque. Je ne sais pas comment il a obtenu mon numéro personnel. Nashville, encore une fois, est vraiment petite là où ça compte. C'était un mardi matin et je prenais un café dans un endroit sur la 12th Avenue South quand l'appel est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Sterling, a-t-il dit quand j'ai répondu. Sa voix était différente. L'autorité de la salle de réunion avait disparu. Ce qu'il y avait en dessous était quelque chose de plus humain, et franchement, de plus intéressant. Bradford, ai-je dit. Je vous dois des excuses, a-t-il dit. Ce que j'ai fait dans cette réunion était mal, professionnellement et personnellement. J'ai pensé à plusieurs choses que je pourrais dire. J'ai choisi la plus simple. J'apprécie que vous le disiez, ai-je dit. Je veux que vous sachiez que ce n'était pas à propos de l'argent. Je ne savais pas pour le compte. Je sais, ai-je dit. C'était évident. Une pause. C'était à propos de quoi, ai-je demandé. Parce que je voulais vraiment comprendre. Il est resté silencieux un moment. Je suppose que je pensais que vous étiez un problème que je pouvais résoudre proprement, a-t-il dit. Vivien ne parlait jamais de vous négativement. Ça me dérangeait plus que si elle l'avait fait.
C'était la chose la plus honnête qu'il ait dite dans toutes nos conversations. C'est une excellente personne, ai-je dit. Elle l'a toujours été. Ouais, a-t-il dit. Elle l'est. Nous n'avons pas parlé beaucoup plus longtemps. Il n'y avait plus rien à résoudre, vraiment. Il avait été un homme qui pensait comprendre une situation, qui était entré dans une pièce pour la gérer, et qui avait découvert qu'il s'était trompé sur la prémisse fondamentale. Ça arrive. Ce que vous faites après en dit plus sur vous que l'erreur initiale. Je ne lui ai pas parlé depuis. Je ne lui veux aucun mal. Je ne pense pas souvent à lui. Il est un chapitre, pas un fil conducteur. J'écris ceci depuis le studio au sous-sol de ma maison à Hillsborough Village. Il y a 3 nominations aux Grammy sur le mur au-dessus de la console. 2 en tant qu'auteur-compositeur, 1 en tant que producteur. Il y a une photo encadrée d'un contrat de licence pour un film qui a gagné à Sundance il y a 3 ans. Il y a des carnets partout. Toujours. Certaines choses ne changent pas. Le portefeuille est différent maintenant, pas toujours plus grand. Les marchés bougent, les allocations changent. La vraie richesse est plus compliquée qu'un simple chiffre un jour donné. Mais elle est substantielle, et elle est réelle. Et elle a été construite par quelqu'un qui a continué d'avancer dans des pièces où personne ne croyait que quoi que ce soit se passait. C'est la seule histoire que je sais raconter. Parfois, la personne qui vous a mis sur la touche faisait des calculs sur une version de vous qui n'existait plus. Parfois, la personne qui regardait votre vie et voyait un point d'interrogation ne pouvait tout simplement pas encore voir ce que vous étiez en train de construire. Et parfois, un homme dans un très beau costume entre dans une pièce pour vous dire de partir, et vous avez la chance de vous lever lentement, de prendre votre dossier, et de dire, avec une sincérité totale, demandez à votre femme combien vous venez de coûter à cet immeuble. Parce qu'elle est la directrice financière, et elle le sait déjà.